Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 octobre. Le titre du jour est « Restons pragmatiques ». Si vous avez suivi mes dernières émissions, si vous avez suivi les derniers événements sur les indices, vous aurez remarqué qu'il y a eu une forte volatilité sur le CAC et le DAX ces 2 dernières semaines. Malgré tout, ont-ils donné des signaux clairs de sortie de congestion à la hausse ou à la baisse? Pas du tout. Le CAC et le DAX sont enfermés dans des ranges, tout comme le S&P 500, l'indice directeur américain. Les marchés sont en attente de catalyseurs et demain, vendredi, nous aurons les chiffres du chômage mensuel américain. On espère donc que l'on va sortir des zones que l'on travaille actuellement. J'ai utilisé ce titre « Restons pragmatiques » car en ce moment le pragmatisme est nécessaire, il est de mise. Nous sommes dans des ranges. Lorsqu'on attaque la borne basse, que la volatilité est un petit peu exacerbée et qu'il y a de la peur sur les marchés, eh bien il a fallu jusqu'ici rester pragmatique et factuel et constater que les supports ne cassaient pas. Et à la hausse, nous avons une zone de résistance entre 4500 et 4515,20 qui a été testée ces dernières séances. Elle bloque pour le moment. Nous y sommes encore ce matin. Alors que le pétrole nous a bien soutenus jusqu'ici, alors que Deutsche Bank et le secteur bancaire se sont bien repris, alors que demain nous aurons donc une statistique d'importance aux US. Permettez-moi donc de rester haussier au sens de l'analyse technique en données hebdomadaires ou encore depuis les points bas de début de semaine. Mais permettez-moi également de vous rappeler qu'il faut être factuel, pragmatique et patient sur ces marchés qui sont parfois complexes, parfois beaucoup plus simples. En ce moment, ils sont simples si on sait ne pas chercher à midi 14h, ne pas faire dans l'extrapolation et simplement suivre les zones travaillées. Bienvenue à tous pour cette matinale, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va faire un point bien complet sur indice, forex, matières premières et actions. Je salue donc Aurélie, Pedro, Paul, Georges, tous ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD. Je vous invite à en prendre note. Comme tous les matins, donc on va voir ensemble les actualités marché, macro, palmarès actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue sur la plateforme de CMC Markets. Ensuite, je répondrai à vos questions. Et on va parcourir tous les graphiques sur la plateforme. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 retrouve les 4500 points, une zone de résistance clé, donc je ne vous fais pas un dessin. La zone des 4500, 520, c'est une zone de résistance, c'est une zone dans laquelle on peut connaître des petits reflux, dans laquelle les vendeurs peuvent sortir du bois. Néanmoins, avons-nous des signaux baissiers? Non. Avons-nous de fortes résistances fondamentales de vente? Pas forcément. Est-ce que cette résistance peut être dépassée? Oui, je le pense. L'analyse technique le laisse entendre. Donc voilà, on retourne pour une énième fois sur cette zone de résistance. Ça peut bloquer, mais ça peut passer aussi. Donc attention à ne pas être trop agressif. Le WTI gagne 13% en 6 séances, soutenu par des stocks inférieurs aux attentes. Donc on a eu dans un premier temps l'accord avec l'OPEP, ensuite on a eu les stocks inférieurs aux attentes. Tout ça, ça a bien drivé les cours du pétrole pendant 6 séances consécutives à la hausse. On arrive désormais à proximité des plus hauts annuels. Si ces plus hauts sont dépassés, ça aidera les indices à retrouver leur plus haut annuel, voire historique aux États-Unis. Par contre, si ça bloque, eh bien, tout cela pourrait refluer. Donc, on aura des indications demain, on en aura également la semaine prochaine. Et on verra si pétrole et indice arrivent à passer en force ou si au contraire, ils refluent. Côté volatilité, le VIX reste faible à 15,2 points, donc les marchés semblent confiants. Je vous rappelle que le VIX, c'est l'indice de volatilité, le Volatility Index. Plus le VIX baisse, plus il y a de la complaisance, plus le VIX monte, plus il y a du stress.
Le blé tente à son tour de casser sa résistance journalière à 390 cents. Alors pourquoi je dis à son tour? Parce que ces 2-3 dernières semaines, on a parlé du blé, du maïs et de l'avoine ensemble. Le maïs et l'avoine ont cassé leur résistance il y a 2-3 jours. Le blé, lui, attaque sa résistance en ce moment même. Et puis on parlera aussi dans le Forex de la paire GBP-AUD. En effet, il y a une divergence haussière à surveiller sur cette paire. L'un d'entre vous m'avait posé la question à plusieurs reprises. On avait regardé cette paire qui était surveillée donc parce qu'on arrivait sur des supports, parce qu'il y avait une potentielle épaule-tête-épaule inversée, etc. Je vous avais expliqué que pour l'instant, il n'y avait absolument rien du tout. La baisse a continué ces dernières séances, mais désormais, on pourrait peut-être désormais s'y intéresser de nouveau, car on a des retournements sur les indicateurs. Côté actualité macroéconomique, le gouvernement allemand négocie discrètement avec les autorités américaines pour aider Deutsche Bank à trouver rapidement un accord pour solder le litige portant sur la vente de titres adossés à des actifs immobiliers aux USA. Donc, en gros, la semaine dernière, vous aviez Deutsche Bank qui faisait flancher le secteur bancaire européen et qui faisait flancher l'ensemble des indices en Europe et qui pesait bien évidemment sur les titres américains. S'il suffit à l'Allemagne d'aider Deutsche Bank à négocier un rabais sur son amende pour que l'ensemble du secteur européen et les indices repartent à la hausse, a priori, ça peut fonctionner. En tous les cas, on se doute bien que le gouvernement allemand ne va pas laisser tomber la Deutsche Bank. La Deutsche Bank est une banque systémique selon le FMI. Je vous ai parlé de cela beaucoup la semaine dernière. Je vous ai expliqué qu'après 86% de baisse en 10 ans, après une capitalisation boursière qui était désormais inférieure à celle de Twitter, mais avec un côté systémique, eh bien, le gouvernement allemand ne laisserait tout simplement pas tomber la Deutsche. En Europe, la croissance de l'activité du secteur des services est tombée à son plus bas niveau depuis 2014 à 52,2, mais le secteur manufacturier est à 53,7, son plus haut niveau depuis le T4 2015, donc un bien pour un mal. Peter Dattels du FMI prône une consolidation dans le secteur bancaire. Donc ça y est, l'Europe et le FMI ont compris que les bancaires n'allaient pas bien, qu'elles étaient grévées de dettes, qu'elles devraient faire des augmentations de capital pour certaines, que d'autres devraient être rachetées. Ça y est, ça fait 1 an et demi que le secteur bancaire baisse et que les bancaires européennes ont perdu à peu près 35% dans leur ensemble. Et on y est, les officiels ont enfin compris qu'il y avait un problème. Et puis pour finir, les probabilités de hausse des taux selon les Fed Funds sont remontées à 23% pour novembre et 64% pour décembre. Donc bien évidemment, en novembre, ça paraît inconcevable puisque la réunion de la Fed se fera quelques jours seulement avant les élections. On voit mal les taux être remontés juste avant les élections. Ça pourrait déstabiliser les marchés financiers. Donc, on garde décembre en optique de hausse de taux, toujours sur le modèle de 2015, selon lequel la Fed nous disait en début d'année que tout allait bien, que les taux seraient montés 3 ou 4 fois, puis les fondamentaux ne lui ont pas permis de pouvoir le faire, et c'est la raison pour laquelle, tout comme en 2015, en 2016, a priori, la Fed montera ses taux en décembre pour ne pas perdre la face, pour rester dans un cycle de resserrement monétaire. Et on est bien loin d'un cycle de resserrement monétaire habituel. Peut-être même que ce sera la même chose en 2017, jusqu'à un moment où, eh bien, on aura potentiellement une récession et un retournement des marchés financiers. Mais n'allons pas trop vite en besogne, on verra ça plus tard. En attendant, à court terme, c'est la hausse qui l'emporte. Sur le palmarès action, Genfit lance une augmentation de capital de 80 millions d'euros en 2 temps. Le titre a demandé sa suspension à Euronext ce matin, donc on verra ce que cela donne à la réouverture. Amundi serait prêt à débourser 4 milliards pour acquérir Pioneer. Solocal, titre très spéculatif, chutait hier de 12%. En effet, 4 créanciers représentant 43% de la dette de l'ex-Page Jaune apportent leur soutien au projet contesté de restructuration. Transgène présente une nouvelle génération de virus au congrès de Vancouver, le titre était en hausse de 9%. Et puis Air Liquide, lanterne rouge du CAC à moins 2%, voit UBS réduire son objectif de près de 10% sur la valeur.
Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la bancaire et de l'automobile, surtout de la bancaire et de la financière, Sogé, AXA, BNP. Quand les bancaires vont bien, tout va bien. Et dans les baisses, vous pouvez voir qu'on retrouve Unibail, donc toujours l'immobilier un petit peu sous pression, et puis Air Liquide suite à un abaissement de notation. Côté statistiques passées, hier, on a eu une hausse des commandes à l'industrie américaine de plus 0,2% alors qu'on attendait moins 0,1%. On a eu des stocks de pétrole bien inférieurs aux attentes à moins 3 millions de barils contre un consensus à plus 1,1. Donc ça a fait que la hausse a perduré pour la 6e séance consécutive sur Brent et WTI. Et puis on a eu un ISM non manufacturier US qui est ressorti bien supérieur aux attentes à 57 contre 53,1. Ce jour, à 14h30, on aura les demandes d'allocation chômage. Et puis à 16h30, on aura les stocks de gaz naturel. Vous pouvez noter que demain matin, à 8h et 8h45, on a des chiffres de production industrielle en Europe. Et donc voilà, excusez-moi pour le téléphone qui sonne. Donc ce jour, peu de chiffres économiques d'importance et surtout demain on aura le NFP. Concernant la reconnaissance de figures graphiques, donc j'ai choisi un graphique ici en données journalières. C'est un canal haussier sur les cours du riz. Et vous pouvez voir donc qu'on a une oblique basse qui passe bien par tous les plus bas depuis un mois. Et il faudra surveiller les cours. Si on revient sur cette borne basse, on verra s'il casse, auquel cas on pourrait revoir les plus bas annuels vers 9,2. Et si le bas du canal tient, on pourrait avoir un redémarrage haussier dans le sens de la tendance. En tous les cas, cet outil de figure graphique de la plateforme CMC Market fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier ou avant-hier, on a regardé ensemble un triangle sur la paire GBP-Yen. Et à la sortie de ce triangle, ça n'a pas manqué. La paire a gagné plus de 100 points dans la journée. Alors, place au graphique et on commence par les indices comme d'habitude. Voici un graphique du CAC 40. Le CAC 40, vous le savez, il est depuis plusieurs mois dans un range assez large entre 4003 et 4570. J'ai donc défini avec vous ces dernières semaines 2 clusters de support et de résistance. Un cluster de support ici, entre 4340 et 4380. C'est la zone des plus bas de mi-septembre, c'est la zone de la MM 200 jours et également une zone horizontale travaillée fin août. Ça nous a permis la semaine dernière de déceler ces 2 trous d'air, ces 2 points bas sous la MM 200 et de plaider en cas de non-cassure pour une remontée des cours, ce qui s'est passé par 2 fois. À chaque fois qu'on est revenu dans la zone des 4500, 530, je vous ai expliqué que c'était un cluster de résistance et donc que les vendeurs pouvaient y sortir et que les acheteurs prenaient en théorie des bénéfices ou ajustaient leur position. Donc voilà, on arrive de nouveau dans cette zone de prix après une séquence haussière de 5 séances consécutives de hausse. Enfin, c'était la 5e ce matin. Le pétrole lui aussi est beaucoup monté. Demain on a une échéance clé avec le NFP. Donc voilà, il faudra faire attention. Pour l'instant, la résistance bute, des prises de bénéfices ont lieu. Pour ma part, c'est très simple. Tant qu'on est au-dessus des 4430, 4440, tout repli vers le support est une opportunité de pouvoir mettre à profit la tendance haussière de fond. Si on casse les 4435 en cours de clôture en fin de semaine ou la semaine prochaine, ça change complètement la donne, je redeviens complètement neutre et on pourrait revenir sur la borne basse du range. À court terme, ce qui compte, ce que je veux vous dire, c'est que oui, on arrive sous résistance, oui, on y assiste à des prises de bénéfices, oui, on peut avoir un petit repli parce qu'il faut être pragmatique et qu'on arrive sur une zone clé la veille d'une échéance d'importance. Mais attention demain. Attention, si on attaque cette zone de résistance et que cette fois on la dépasse, ça peut aller aussi très haut, très vite.
Donc, ne passons pas baissier trop rapidement. Personnellement, je suis simplement prudent. Ensuite, le DAX, c'est la même chose. Le DAX, en fait, il travaille sa zone de gap de la semaine dernière. Lundi dernier, il avait gapé à la baisse. Vendredi, il s'était repris. Il avait fini pratiquement là où il avait commencé. En ce début de semaine, on a eu donc une séance jour férié, une séance de hausse, une deuxième séance de hausse. Ce matin, on a travaillé les plus hauts de la semaine à 10 650, ça ne passe pas, donc on se replie un petit peu. Donc sur le DAX, c'est très simple. Au-dessus des 10 650, les plus hauts des dernières séances, on devrait potentiellement donc aller chercher 10 700 rapidement, voire les 10 780 par la suite. Si par contre ça ne passe pas, on peut revenir sur les 10 490, 10 500. Et si et seulement si on casse cette zone de support, alors je passerai prudent, voire baissier à très court terme sur le DAX. En attendant, tendance haussière de moyen terme, tendance haussière depuis vendredi dernier, les supports ont tenu, on prend des bénéfices sous résistance et il n'y a absolument aucun signal baissier pour le moment. Quant aux indices US, le S&P, il est neutre dans un range, dans une tendance haussière de fond depuis plusieurs mois. Donc voilà, tendance haussière de fond, consolidation depuis la mi-août. Ça fait 1 mois et demi qu'on consolide sur les indices US. Espérons que vendredi, on arrive à sortir de ce range pour donner une direction claire au marché. En termes de probabilité, la sortie pourrait être haussière. Mais bien évidemment, on est prudent. Et si une sortie avait lieu par le bas, on en prendrait note très rapidement. Quant au VIX, le VIX est sur ses plus bas. La volatilité est faible et donc les marchés vont plutôt bien. Dans les actions françaises, pour faire rapide, alors je regarde en même temps vos questions. Alors, dans les actions françaises, à la baisse, on retrouve Solocal à cause de ce projet de restructuration. On retrouve Nicox qui fait partie des biotech délaissées en ce moment, notamment suite à la publication de ses résultats. On retrouve Air Liquide car UBS a abaissé sa notation ce matin. On retrouve Air France, titre baissier fondamentalement et techniquement. On retrouve Clépierre, donc secteur immobilier à cause des taux obligataires qui remontent. On retrouve DBV de la biotech, on retrouve Orange qui a buté sous résistance, qui est dans une tendance baissière de moyen terme. Donc voilà, on retrouve de la biotech, des titres sur lesquels il y a de l'actualité négative et des titres qui sont en tendance baissière depuis des semaines. Et dans les hausses, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les financières avec AXA qui est en forme, qui gagne 10% en l'espace de 5 jours et qui retrouve sa résistance à 20 €. Si ça passe, on peut aller plus haut. Mais comme vous avez vu, le CAC est sous résistance. Demain, on a une échéance clé. Donc voyons si ça passe. Avec une confirmation demain et une belle clôture hebdomadaire, ça voudrait dire qu'il y a encore de la place. Si par contre on bute sous les 20 € et qu'on reflue nettement dessous, vous l'aurez compris, c'est une résistance clé. Société Générale, même comportement. On a eu une tendance haussière, une consolidation pendant un mois, un redémarrage puissant. Pour l'instant, donc ça reste sous pression. C'est pas encore ça. On peut tracer, je pense, une oblique qui passe par les plus hauts ici et qui fait résistance. Donc on est à la croisée des chemins sur les bancaires. Arkema, Nexans, c'est des titres qui sont dans des superbes tendances haussières. Eramet, elle est en tendance haussière depuis qu'il y a eu le lancement d'obligations convertibles pour améliorer le capital de la société, sa solidité. Depuis 10 jours, elle est particulièrement recherchée. On avait noté la sortie de Triangle et puis la hausse a perduré par la suite. Neopost, c'est de la tentative de rebond technique après une stabilisation pendant 6 mois. BNP, ça fait partie des bancaires qui se reprennent. Schneider, un bon trend haussier. TF1, c'est un rebond technique après la baisse des dernières séances. Et puis voilà. Alors, on va passer aux matières premières. Alors, Eric me pose des questions sur le NFP de demain.
Le NFP de demain, on en parlera demain à 14h15, Eric. Aujourd'hui, donc, on fait un tour de marché global. J'ai retrouvé donc mes graphiques et donc on fait un point sur un peu tous les marchés. Demain matin, on fera les points journaliers. Demain après-midi à 14h15, on fera une émission live pour le NFP poursuivre la publication des chiffres à 14h30 et leur implication. Et demain à 15h45, tout comme cet après-midi, on se retrouvera pour le quart d'heure US. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que j'ai lancé une deuxième émission l'après-midi et qu'elle a lieu à 15h45. On passe aux matières premières. Alors les matières premières, le sucre bute toujours sous les 23 cents. Donc il faut voir si on a un triple top qui se forme. Si c'est le cas, c'est que c'est vraiment une belle résistance. A contrario, si on passe en force, eh bien la tendance haussière perdurera. Donc à suivre dans les séances à venir. Concernant le palladium, c'est particulièrement baissier, tout comme l'or et l'argent ces dernières séances. Donc il faudra voir si à un moment le palladium revient sur une zone de support et arrive à y réagir. Concernant le jus d'orange, on avait un beau trend haussier de moyen terme, il a été cassé, on a fait un pullback et on valide la cassure. Donc pour l'instant, on passe de haussier à neutre, mais il y a de grandes chances qu'avec ce changement de rythme ici, on ait une consolidation qui prenne le pas. Sur le pétrole, tout comme sur les indices, c'est une consolidation légitime ce matin. Petite respiration après 6 séances consécutives de hausse. Alors ne venez pas me dire que le pétrole est monté trop vite ou que le pétrole ne passera pas les 50 $ ou autre. Le mouvement qu'on voit se développer depuis 6 jours, c'est quand même extrêmement puissant. J'étais pas particulièrement haussier sur le pétrole parce que je ne croyais pas forcément à ce débordement, mais les marchés y croient et donc je ne peux qu'acquiescer. On est sorti du triangle de consolidation par le haut. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je passe haussier et acheteur maintenant après 6 séances consécutives de hausse. Je dis juste que le mouvement est puissant, que ça ressemble au mouvement haussier qu'on a eu au mois d'août. Et au mois d'août, pour rappel, on était passé de 39 $ à 48,50. On avait pris 25% en l'espace de 2 semaines et demie. Donc si vous regardez ce qu'on a gagné ces dernières séances, là en 2 semaines à peu près on a gagné 15% et le pétrole n'est donc pas forcément épuisé, il pourrait très bien aller vers ses plus hauts annuels à 51,5 $. En tous les cas, si le pétrole reste haussier pour la fin de l'année, ça plaide pour une continuation haussière sur les indices, en tous les cas un soutien inconditionnel aux indices boursiers. Ensuite, le blé, donc comme je vous le disais, on est en train de tenter de casser la résistance, peut-être, enfin, alors que l'avoine est déjà passée depuis plusieurs séances et est déjà partie à la hausse. Même chose sur le maïs, qui a cassé sa résistance il y a quelques séances. Ensuite, quoi d'autre? Le riz, on en a parlé donc en introduction. Il est dans une tendance haussière de court terme et il est sous une oblique de résistance à moyen terme. Donc on verra s'il revient vers les supports s'il y a une réaction positive. L'or reste baissier pour l'instant. On était dans un canal haussier, on était dans un triangle, on a cassé le canal, on a cassé le triangle, on a cassé les moyennes mobiles qui se retournent. Donc pour l'instant c'est baissier, c'est moche. Juste un petit bémol. Quand je regarde le graphique de l'argent, je me rends compte qu'on est sur une oblique de soutien. Demain, on a le NFP. Ça veut dire que demain, tout est possible. Et si demain, le dollar devait baisser, l'argent et l'or en profiteraient à très court terme pour faire un rebond technique. Or, l'argent étant sur support, je me méfie. Peut-être que je n'ai pas trouvé un support, une oblique, une moyenne mobile, quelque chose de tangible. En tous les cas, l'or n'est pas loin non plus d'une première petite zone de soutien. Ici, vers 1250-55. Donc voilà, je dis pas que l'or va monter. Vous savez que je suis très prudent sur l'or et que ça fait plusieurs semaines que j'explique que sur l'or, d'après moi, on ne va pas sortir par le haut, mais on va sortir par le bas. Parce qu'on était sous des résistances mensuelles, parce que le dollar était recherché, parce qu'il y avait de l'appétit pour le risque. En plus, maintenant, il y a les rendements obligataires qui remontent. Donc tout ça, ce sont des raisons qui font que l'or est délaissé à court terme. Donc ce que je veux vous dire, c'est que à court et moyen terme, c'est moche, c'est dégradé.
Par contre, demain, si un NFP décevant et que le dollar baisse fortement, on peut très bien faire un rebond technique très fort de 15 ou 25 dollars sur l'or pour revenir toucher les résistances avant d'éventuellement reprendre la baisse. Donc, il faudra faire attention à l'or, ça va être volatile, je pense, et dangereux. Si par contre le dollar s'envole demain à la hausse, l'or pourrait casser 1250 et alors là, on irait directement vers la zone de support majeur, les 1200-1220 dollars. Affaire à suivre. Concernant les devises, je voulais vous parler donc de plusieurs paires. Alors, la paire AUD-USD, on l'avait vu ensemble, c'est un triangle de moyen terme. On avait vu qu'on était sous résistance et que ça ne passait pas. Donc pas de signal, pas de cassure. Pour l'instant, on est en plein milieu du triangle. 100 points sous nos pieds, il y a un support. 100 points au-dessus de nos têtes, il y a une résistance. Donc là, c'est quitte ou double. J'attends d'avoir un signal clair. Concernant l'euro-dollar, même chose. L'euro-dollar est extrêmement neutre. L'euro-dollar fait des mèches sous son triangle. Il tient pour l'instant. Sur la dernière analyse que j'ai rédigée sur l'euro-dollar, qui s'appelle une sortie de congestion explosive, donc je vous parle de ce range entre 1,1120 et 1,1280. Donc tant qu'on ne sera pas sorti de ce range, ça reste complètement indécis pour moi et très difficile de vous donner un avis sur cette situation. Donc très pragmatique, très factuel sur l'euro. Ensuite, la paire GBP-AUD, c'est une paire qui a intéressé certains. Donc c'est une paire qui est baissière en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Mais c'est une paire sur laquelle on pourrait commencer à diverger. Alors en fait, les indicateurs, eux, divergent. On a un plus bas ici sur le RSI, mais on n'a pas fait de nouveau plus bas, vous voyez, cette semaine, alors que les cours étaient plus bas. Quand on a un indicateur qui ne fait pas de nouveau plus bas, alors que les cours font des nouveaux plus bas, on appelle ça une divergence. Donc il y a eu ici un plus bas, ici un nouveau plus bas. Ici, il y avait déjà une divergence, ça avait permis à la hausse de reprendre. Ici, de nouveau, on aurait une divergence. Alors, est-ce qu'on va avoir un énième point bas pour aller tester l'oblique baissière ou est-ce que ça va repartir maintenant? Je n'en sais rien. Une chose est certaine, je l'avais mis sous mon viseur et je vais la surveiller. La paire GBP-Yen, donc c'est celle qu'on avait vue dans détection de figure graphique l'autre jour. On avait décelé un triangle sur la plateforme de CMC Markets. On est sorti par le haut de ce triangle, il y a eu un pullback et c'est parti à la hausse. Il y a eu 130 points de hausse à la sortie de ce triangle. Ensuite, on regarde le dollar. Le dollar, vous voyez, point bas en août, on remonte sous résistance, point bas début septembre, on remonte à mi-fin septembre, on redescend, ça repart. On est donc bien dans une tendance haussière de moyen terme puisque les États-Unis nous parlent de remonter les taux en fin d'année. Il est donc légitime que l'on s'approche des résistances alors que les échéances, elles, s'approchent également. La probabilité de hausse de taux pour les US en fin d'année ne fait qu'augmenter, c'est ce qui booste le dollar. Vendredi, si le NFP est très bon, ça pourrait faire grimper le dollar encore plus. On pourrait voir le pétrole refluer un petit peu, l'euro-dollar cassé par le bas, l'or continuer sa chute. Si au contraire, le dollar venait à échouer une nouvelle fois sous résistance, puisqu'il est pile poil dessus, à cause d'un éventuel NFP mauvais, et bien à ce moment-là, on pourrait avoir un rebond technique sur or et euro-dollar assez puissant, puisque ce serait un contre-pied par rapport à la baisse de ces dernières séances. Et puis dernière configuration dont je voulais vous parler, c'est une configuration dont j'ai parlé sur Twitter. Quand on était dans ce triangle, on avait un beau triangle, on avait une résilience de la paire USD-Yen, on avait une résilience de la paire Euro-Yen. Au vu des indicateurs, au vu des divergences, il y avait la possibilité qu'on en sorte par le haut. Ça a eu lieu. C'est ce qui a soutenu le Nikkei ces dernières séances. C'est ce qui a fait que GBP Yen a décollé à la hausse également. Maintenant, on va approcher des 104, des plus hauts de début septembre, d'une zone de résistance clé avec le NFP demain. Donc, on doit être pragmatique et prudent. Voilà. Alors, j'ai encore des questions. Je vais peut-être pas pouvoir toutes les faire. Peut-être que certaines, vous me les poserez cet après-midi. En effet,
je vais devoir enchaîner avec une émission sur TV Finance. Alors, on me pose une question donc sur Thales. Thales. Elle est là. Alors, on me demande s'il y a un biseau sur Thales. Alors, écoutez, Thales, si vous cherchez un biseau ascendant, c'est que vous cherchez une figure baissière pour vous dire que le titre va baisser. Moi, je tiens simplement à vous dire qu'on est dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière, qu'il n'y a aucun signe de surchauffe sur indicateur. Donc voilà, ça c'est un fait. Ensuite, ici, on a une oblique de soutien. Ici, on pourrait peut-être tracer une oblique de résistance. Donc si c'est ça le biseau ascendant dont vous me parlez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pour valider ce biseau ascendant, donc qui a une probabilité de sortie par le bas, il faudrait casser la borne basse vers 81,25, soit les plus bas d'hier. Si on casse les plus bas d'hier et qu'on sort de cette figure, alors on est susceptible de revenir vers les 78 €, zone de support. Par contre, tant qu'on est au-dessus, on peut très bien continuer de grimper. Le biseau peut même être invalidé par la suite. Donc attention à ne pas trop anticiper cette figure. Christophe me pose une question sur la théorie des overlaps et du NZD. Eh bien écoutez Christophe, je vous invite soit à me la reposer cet après-midi, soit demain matin dans la matinale, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pouvez-vous revoir l'analyse sur la Deutsche Bank ? Alors, j'ai pas fait d'analyse en particulier sur la Deutsche Bank, Brigitte. Pour moi, la Deutsche Bank, c'est tout simplement un titre qui est dangereux en ce moment. C'est un titre à suivre puisque tout le monde le regarde et qu'en fonction de si le titre monte ou baisse, eh bien, ça fait la pluie et le beau temps sur le secteur bancaire. Moi, ce que je note sur la Deutsche Bank, c'est que on a une tendance baissière très puissante depuis 2015. On a désormais un biseau descendant qui se dessine sur la figure. On a eu un gap baissier vendredi dernier, mais on a fini en hausse de plus de 6%. Depuis, on enchaîne les séquences haussières. Alors oui, là, on arrive sous une petite résistance, les plus hauts du vendredi 16. Après, on a une zone de gap en résistance. Mais franchement, après le parcours baissier que la Deutsche Bank a eu, je vais suivre les news et suivre les fondamentaux, mais techniquement, le potentiel baissier est désormais épuisé. On peut tracer des obliques qui passent par tous les plus bas, on a des divergences sur indicateurs, on a eu des forts volumes sur le creux ici. Je ne cherche pas à faire d'analyse ou de stratégie sur la Deutsche Bank. Pour moi, le pire est passé à court terme. Je dis bien à court terme. Voilà. Voilà, sur ce, j'ai répondu à toutes vos questions. On a fait le tour des marchés. Restez pragmatiques. Ne soyez pas trop baissiers sur les indices puisque pour l'instant, ils ne le sont pas. Pour l'instant, on a une hausse quand même solide et on a eu un petit reflux ce matin de 4512 à 4488. On va pas forcément aller beaucoup plus bas. Je vous rappelle que hier, on a fait un beau repli sur 4440 et que les acheteurs ont payé toute la journée. Donc voilà, à court terme, je suis pragmatique et prudent, mais vous l'aurez compris peut-être de plus en plus ces dernières séances. Je vois potentiellement une sortie de ce range dans les séances à venir et pour l'instant, ça ne sent pas la baisse. Allez, je vous laisse. On se retrouve cet après-midi 15h45 pour faire le point intraday et sur les US dans le quart d'heure US. Je vous souhaite en attendant un très bon appétit et je vous retrouve tout à l'heure ou bien demain matin. Bonne journée à tous.